Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes en direct sur Radio M, c'est le Café Presse Politique, comme chaque mercredi on se retrouve en direct à 18h. Bonsoir à nos invités, bonsoir à Aboucherf. Bonsoir. Yassam Adé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Kamal Mansari. Bonsoir. Bonsoir Akram Khalif. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? L'image marquante de la semaine, on commence par vous, Ihsan. Je suis au milieu de la table, c'est pas juste. C'est moi qui décide. Bon, un correctif. J'ai annoncé la semaine dernière à ce micro qu'il fallait faire 40 opérations d'assemblage pour être comptabilisé dans le SKF. SKD, autant pour moi. Cette semaine, je me suis rendu compte, en consultant le cahier des charges, qu'en fait, ça concerne la période à partir de la deuxième année. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 premières années, on peut se faire ce qu'on veut. On est dans l'industrie du SKD, ce qui est encore beaucoup plus grave. Et c'est ça qui a permis à la commission qui a été rendre visite à TMC, donc à Tiaret, de conclure qu'il respectait le SKD. Voilà. Les 2 premières années, il n'y a pas de contrainte. Kamel Mansari, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? L'image des victimes du bombardement en Syrie, c'est-à-dire la dernière, on reproche au régime ou au je ne sais qui d'avoir bombardé la localité de Khan Sheikhun, où on a vu que beaucoup d'enfants ont été victimes. Et ça, c'est une image qui reste, qui démontre l'ampleur du drame en Syrie, l'ampleur des massacres en Syrie, qu'il faut urgemment ou incessamment trouver une solution politique à ce problème qui ne fait que de plus en plus de victimes et dont les images nous choquent au jour. Et nous parlerons de ce massacre au cours de ce café presse politique. Aboucherf, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est un homme qui a à peu près 70 ans, qui est en prison aujourd'hui pour une raison qu'il ne comprend même pas. Il y a une histoire qui c'est... je fais un papier sur ça dans le quotidien d'Oran de demain. C'est un type qui était là avec sa pomme de terre et donc il y a eu une cabale sur les spéculateurs, etc. Et il s'est retrouvé en prison alors que c'est complètement fou. C'est le signe d'un système qui est devenu fou, qui a... on prend une décision à Alger, elle a des répercussions à Ouergla sur quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec la question. C'est des choses très graves. Et pourquoi il est en prison? Vous n'avez pas dit pourquoi il est en prison. Accusé de spéculation. Akram, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? L'arrivée de la banane dans les étals en Algérie. Et qui est à moitié prix maintenant. Apparemment, c'est devenu un événement national. Et bon, parallèle, malheureusement, la hausse incroyable des prix des fruits et légumes. Nous allons commencer ce café presse politique évidemment par la politique et la campagne électorale des élections législatives qui commence donc le 9 avril prochain pour le scrutin du 4 mai 2017. Vous êtes en train de voir un peu comment se déroule cette pré-campagne, comment les partis politiques se sont préparés avec les listes électorales. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, la question est ouverte, est-ce qu'on peut parler pour cette élection, pour cette campagne de désintérêt d'une campagne qui ne décolle pas encore et va-t-elle décoller si elle n'a pas encore décollé? Qui veut répondre en premier? Personne? Je suis pas le plus indiqué. Vous connaissez mon point de vue sur la question, donc je préfère ne pas être le premier. Vous avez appelé au boycott mercredi dernier, donc ça rejoint un peu ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a un désintérêt vraiment pour ces élections législatives? Non, sérieusement, moi je pense que on n'a pas pris nous autres observateurs de la scène politique algérienne et de la société dans laquelle nous vivons toute la mesure du cynisme qu'a affiché le pouvoir vis-à-vis des Algériens.
notamment cette dernière année, il y a eu le 4e mandat, ce qui est à mon avis la matrice des cynismes, parce qu'on est quand même dans une gouvernance impotente. Mais il y a eu depuis une année le retour de Cheikh Ibrahim, la confirmation de son caractère de corrompu à travers différents canaux, le Panama Papers, des membres du gouvernement qui sont cités directement à travers leur progéniture. On a le retour de Ould Qaddour qui pose problème. Moi, je veux encore une fois pas juger la personne de Ould Qaddour qui peut être un bon manager, mais le fait qu'on ait fait peser sur lui autant d'accusations et qu'on le ramène sans qu'on comprenne pourquoi, ça pose un problème. Les Algériens le vivent aussi comme ça. Et donc, au bout du bout, on se rend compte que on est dans un contexte où on va demander aux Algériens de jouer le jeu de la participation civique, d'être à nouveau des acteurs pour créer la majorité parlementaire de demain qui est supposée générer le gouvernement de demain. Et ça ne peut pas marcher. Les Algériens, cette idée-là de redevenir acteur à un moment où on a tout fait dans leur dos, en les maltraitant moralement et quelque part en les abusant et en les violant psychologiquement avec cette série d'événements que j'ai cités. Voilà, ils disent basta, mais ils le disent de manière tellement désabusé qu'on a le sentiment qu'il se passera quasiment rien du tout. J'espère me tromper, j'espère qu'il y aura un minimum de vie civique avec cette campagne, quand on parlera un peu politique, quand même. Mais le chemin que ça prend aujourd'hui, c'est que vraiment, pas d'obinatcom. Vous parlez des affaires comme si c'était vraiment le point essentiel. Je pense qu'il y aurait eu peut-être un désintérêt, même s'il n'y avait pas eu d'affaires. Il y a eu aussi un désintérêt en 2012. Abdel. Il faudrait peut-être se situer pour parler de ces élections. L'élection de manière générale et ensuite entrer dans le détail. Il faut dire que cette élection ne changera strictement rien. Parce que la Constitution ne donne pas de pouvoir au Parlement. Le président de la République n'est pas habitué à traiter avec le Parlement. Le système qui est mis en place pour générer des députés ne permet pas l'émergence de gens qui soient extrêmement intéressants, spécifiques, talibans, etc. Bon, sont un peu le... Spécifique n'a pas eu le droit de déposer sa candidature. De la législature précédente, donc on va avoir à peu près la même chose. Donc, il y a ce regard qu'on peut avoir. Et ensuite, on peut entrer dans la dynamique de cette élection elle-même. Comment elle se présente, comment elle se prépare, etc. Et on a l'impression que ceux qui y participent vont participer à une guerre, à une bataille dont l'enjeu est inutile pour la société algérienne et pour l'Algérie. Parce que de toute façon, ça ne changera rien. Ça donne une impression, ça renforce un sentiment qui est très dangereux pour un pays, qui est très dangereux en politique aussi. Ça renforce un sentiment de résignation. On a l'impression que la société algérienne ne dispose plus de levier pour influer sur son propre sort. Et c'est le piège. C'est de mon point de vue, c'est l'expression de l'impasse dans laquelle se trouve le pays. Kamel Mansari, impasse, résignation, une élection qui ne change rien, c'est une élection qui ne sert à rien. Il faudrait revenir aux chiffres déjà plus prosaïquement pour mieux analyser, pour mieux répondre. Non, bien avant. Lorsqu'on voit qu'à chaque rendez-vous législatif, le taux de participation s'incline, c'est-à-dire se détériore, c'est-à-dire on vote de moins en moins. 32%. En 2002, il y avait 46% de taux de participation. En 2007, 42%. Et en 2012, 36,7%. Ouais. Donc, en dépit de la hausse du nombre de votants, ça recule. Et en plus, on ne sait pas si les chiffres sont vraisemblablement... Moi, je reprends les chiffres officiels. Et là, il faut préciser remarque que ce sont des chiffres officiels parce que je reviens sur les chiffres officiels parce que ça correspond rarement à la réalité. Je reprends. Et il faut aussi se rappeler ce qui s'est produit en 97, une fraude massive qui a été dénoncée également par le ministère de l'Intérieur. Il y a une commission d'enquête qui a été établie qui a
qui a conclu alors là, une moi, fraude je suis pas massive. d'accord que Mansali revienne à 97, ils reviennent pas à 91. À mon avis, le grand tort qui a été commis au processus législatif, c'est l'interruption du vote en 91. Je vais vous expliquer la différence entre, parce qu'il y a deux types de vote, de mode électoral. L'une des raisons principales, il y a une image, enfin, il y a une sorte de concept atypique chez l'Algérien que le Parlement est devenu une fabrique de carrière reluisante. Donc le député n'est là que pour s'assurer une belle carrière, une belle retraite, une belle, promotion sociale. Autre chose, on voit que le mode électoral pénalise beaucoup et empêche une visibilité claire des candidats. Lorsqu'on impose le vote par liste, on trouve dans une même liste des candidats qui peuvent plaire. On peut trouver un candidat qui peut nous plaire et d'autres pas. Et en même temps, cette politique de liste a poussé les candidats et au sein des partis à se soucier qu'à leur positionnement au sein de la liste. Celui qui était quatrième dans la présente mandature voudrait aujourd'hui se retrouver à la première place pour s'assurer place. C'est ça la hantise est là. C'est la bataille des listes qui a précédé le début de la campagne électorale. Et ça ouvre, et c'est la porte ouverte à tous les dérapages, y compris la corruption, y compris la politique de la désintéressé, quand le citoyen voit que ce n'est que ça, que l'enjeu principal pour tous les candidats est être aux premières loges et ne pas s'occuper. Donc ce n'est pas une bataille d'idées, mais une bataille de positionnement au sein des listes. Et lorsqu'on découvre que la liste, le mode de scrutin actuel est pénalisant pour pas mal de candidats, à ce moment-là, on se rend compte que finalement ces élections-là n'apportent rien grand-chose. Je vous donne un exemple. Lorsque vous trouvez, comment se fait-il qu'en 2002, l'Islah, l'Islah se retrouve avec presque 900 000 voix et il n'a que 43 sièges, alors que le RND qui était à 550 000 voix a pris 47 voix. Vous me direz, c'est la répartition des circonscriptions. Mais en réalité, la force politique du parti ne peut plus mesurée ni analysée en fonction de son mode de scrutin. Si on revient au mode de deux tours de 91 qu'on conteste parce qu'il y a 6 millions de gens qui n'ont pas voté, parce que là, à ce moment-là, ça devient plus visible. Je vote sur la personne. Le citoyen voudrait penser la personne qu'il connaît dans sa circonscription. Mais lorsqu'on lui impose une liste qu'il ne connaît pas, ou peut-être qu'il ne connaît qu'un seul, c'est à ce moment-là qu'il se désintéresse. Si on fait une enquête au niveau national sur la réaction du candidat, enfin de l'électeur par rapport à ces listes, on trouvera qu'il aura beaucoup de réserves sur la question. Akram, des intérêts, résignation de cette élection législative, un peu comme les autres, ou un peu plus que les autres? Non, c'est très dur pour moi de parler au nom des Algériens, et de constater ce que la rue pense. J'ai pas cette prétention-là. Par contre, je trouve tout de même intéressant en cette période où les arbitrages manquent à l'intérieur du régime et à l'intérieur des différents appareils politiques qui constituent le régime, je trouve intéressant qu'il y ait eu quand même une bataille pour l'établissement des listes. Donc ça permet de voir les tendances, ça permet de reconstituer la ressource humaine justement qui fait l'ossature de ce régime. Donc le véritable intérêt, c'est de voir où ils vont. Ce n'est pas l'élection en elle-même. Est-ce que on va avoir une sorte d'élite politique qui est mue par l'idéologie, ou bien par l'argent, ou bien par les affaires, ou bien par... En fait, ça nous permet de voir où va le pays, dans quel sens va le pays. On a oublié de parler d'une chose qui est très importante, c'est la multiplication des déclarations sulfureuses de certains acteurs politiques ces jours-ci, dans lesquels non seulement ils pressent les gens d'aller voter, mais où ils accusent les boycotteurs vraiment de tous les noms, en disant que c'est non seulement un acte civique, mais à la limite... Et là, vous faites allusion... On peut les citer, ces gens. Oui, on peut les citer. C'est le Walid d'Alger, Zahia Ben Arous et Monsieur Haribi. Voilà. Ce sont les trois qui ont eu des propos purement scandaleux, il faut le dire. Et Amar Ben Younes. Qu'est-ce qu'il a dit, Younes? Il a fait obligation aux gens de voter. Oui, mais le vote obligatoire existe dans beaucoup de pays. Non, mais ces trois personnes ont eu des propos complètement abjects. Voilà, ce sont des propos insultants
insultant qu'ils ont eu envers les gens. Abed Chelef, cela nous ramène à parler de l'abstention. Est-ce qu'on peut dire que l'abstention est l'ennemi de cette élection à partir du moment où il y a deux partis politiques qui ont décidé de ne pas y participer dans Jil Jadid et le livre de Sofiane Djilali et votre livre de chevet actuellement? C'est un bon livre, tu peux dire que c'est un livre de chevet, hein, aucun problème. Il faut le reconnaître, parce que vous avez un problème avec Jil Jadid, on l'a déjà constaté. Non, je suis allé à leur conférence hier. Non. Ouais. Vous étiez à leur c'est pas l'objet du conférence CPP. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que il faudrait qu'on se situe dans la logique de chacun des partenaires de cette élection. Alors, en théorie, une élection législative est destiné à dégager une majorité parlementaire ou bien une majorité de gouvernement. Donc, on a un courant ou des courants politiques qui obtiennent la majorité et qui forment un gouvernement. Ils vont gérer les affaires du pays. En Algérie, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. C'est totalement exclu. Je rappelle que le président Bouteflika a choisi un premier ministre FLN quand le RND était majoritaire à l'Assemblée, et il a choisi un premier ministre RND quand le FLN est devenu majoritaire. C'était pour dire l'Assemblée ne vaut rien, c'est moi qui décide. La Constitution est claire à ce sujet. Dans la Constitution aujourd'hui, dans la pratique d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va avoir. La Constitution n'a pas changé grand-chose. Le président consulte. La majorité parlementaire. Il consulte. Uniquement. Consulter. Mais ça s'arrête là. Voilà. C'est lui qui décide. Donc, l'élection ne sert pas à dégager une majorité parlementaire. Alors, elle sert à quoi finalement? Et là, il faut voir du point de vue du pouvoir, à quoi elle sert. Elle sert à renouveler un petit peu les appareils, les groupes, la clientèle du pouvoir. Le pouvoir a besoin d'une assise, il a besoin d'une clientèle pour exister dans les villes, à l'intérieur du pays, etc. Il a besoin de ça parce que ensuite il y a les élections locales qui viennent dans la foulée. Généralement, elles sont un peu l'extension des élections législatives. Ça permet d'encore d'améliorer encore ou de renforcer encore ces réseaux. Donc, il est dans cette logique-là. Les partis qui participent à l'élection législative. Tous sauf deux, ouais. Chacun est dans sa propre logique. Et donc, on a un ensemble d'objectifs qui sont éparpillés. Ça ne donne pas un objectif national qui est celui de former un gouvernement national. Et donc, on se rend compte que le pays est parti par glissement, de dérive en dérive, jusqu'à dénaturer complètement le sens d'une élection. Ce n'est pas une élection législative à laquelle on va assister, c'est un recrutement dans les réseaux du pouvoir à partir d'un certain nombre de lieux, de gens, etc. Vous êtes d'accord avec Sofiane Djilali qui dit exactement la même chose concernant... c'est comme ça qu'il justifie son boycottage de ces élections. Ces élections interviennent un an après le scandale des Panama Papers. Il y avait plusieurs personnalités algériennes visées, notamment la fille du Premier ministre, l'actuel ministre de l'Industrie et des Mines. Est-ce que la multiplication des affaires, selon vous, ne rajoute pas... à ce désintérêt, à ce désenchantement concernant les élections législatives, quand on voit notamment le retour de Chakib Khalil en Algérie, le retour de Moumne Ould Qaddour comme PDG, propulsé PDG de Sonatrach. Est-ce que toutes ces affaires, en fait, ne font pas l'affaire de ces élections législatives, Hassan? Au point, à mon avis, c'est le cas. À mon avis, c'est le cas. Il y a plusieurs traumatismes. Hein. Enfin, on en a cité quelques-uns qui ont créé une désaffection par rapport aux élections. Moi, d'abord, je considère que dans les couches populaires, on n'est pas guéri du 11 janvier 1992. Vous remontez à aussi longtemps. Oui. C'est-à-dire le vote, le choix du suffrage universel non respecté, qui nous a précipités dans une terrible guerre civile, c'est de nature à amener une partie de la population, notamment celle qui s'est engagée derrière l'insurrection islamiste, à ne plus vouloir jouer le jeu des élections. Et cette catégorie-là, cette génération-là, elle est toujours là, et c'est généralement des seniors, et les seniors votent plus que les jeunes. Donc, il y a une partie qu'on n'arrivera plus jamais à mobiliser,
pour qu'elle joue ce rôle civique de régulation par les urnes, parce que il y a eu une grande atteinte à leur acte qui s'est malheureusement qui a évolué en un drame national. Donc ça on n'en est pas sorti. Est-ce que je peux ajouter dans Bien sûr. Quand ça va dans le même sens que moi, c'est autorisé. Je ne sais pas si ça va dans le même sens. Dans l'autre bord, tous les courants qu'on appelait à l'époque modernistes ont fait leur ça y est, ils ont mis un trait sur l'élection. Ils ont compris que une élection ne leur offrirait jamais le pouvoir et qu'ils sont condamnés, s'ils veulent être au pouvoir d'une manière ou d'une autre, ou dans les cercles du pouvoir, ils sont obligés d'agir autrement. Alors, là, c'est peut-être. Alors, qu'est-ce qui aurait pu relancer de l'intérêt aux élections? Qu'est-ce qui aurait pu le rendre? D'abord, que le pouvoir admette que l'Assemblée nationale ait des pouvoirs et des prérogatives. Ça, on a dit, c'est pas le cas. On a raté la révision constitutionnelle. C'est pas le problème des listes. Hein. Le problème des listes, à mon avis, il est accessoire. Qui veut être où, etc. C'est l'économie générale du problème. Le parti qui aurait pu aujourd'hui, parce que une élection de ce type, c'est une coalition sortante qui va dire j'ai bien travaillé, FLN-RND, j'ai bien résisté à la crise, c'est pas le Venezuela, on a les solutions, il faut continuer à nous faire confiance. En gros, ça devrait être ça le thème du gouvernement, de la gestion sortante. Et puis le thème de l'opposition, ça devrait être de dire vous n'avez pas prévu la crise, vous avez pris les mauvaises mesures, vous êtes pas capable de gérer, vous n'avez pas géré la prospérité, vous n'allez pas gérer la rareté. En gros, ça devrait être ça. C'est pas ce débat que l'on a. On aurait eu ce débat, peut-être que les Algériens se seraient intéressés. Et comment on aurait pu avoir ce débat-là? Il aurait fallu que l'opposition de Zeralda change d'attitude, plutôt que de boycotter pour une partie et de participer pour une autre, pour son essentiel, se mettre autour d'un programme de coalition, un programme d'opposition autour de partis. Le parti le plus structurant de l'opposition de Zeralda est absent. Moi, je pense que le parti de gouvernement, celui qui a le plus capacité de gouverner, en tous les cas d'offrir une armature à un gouvernement de l'opposition, c'est Tala el-Hurriya. Tala el-Hurriya n'ayant pas participé, Djil Jadid, le RCD, les islamistes, le FFS, etc., sont partis en ordre dispersé. Enfin, Djil Jadid, en l'occurrence, a boycotté. Je pense que quand même ce boycott-là et le refus pour l'opposition de jouer le rôle d'une opposition qui propose un programme de gouvernement et qui s'oppose de manière alliée a précipité encore le désintérêt. Il y a aussi, moi je voudrais vous rappeler que le 16 novembre 1995, le courant moderniste que vous citez, celui qui a porté... Non. 16 novembre 1995, élection de Zeroual. C'est l'élection de l'ami Zeroual. C'est ce courant-là qui a porté Zeroual au pouvoir. Il ne faut pas l'oublier. Donc ce sont eux qui c'était presque le vote refuge. Non, tous les courants qui ont combattu l'islamisme. Parce que c'était une menace, les islamistes ont mis le pays le feu à sang, donc c'était un défi de se mettre derrière Zeroual. Et en plus, attention... C'était les arguments des partisans de l'ami Zeroual. Non, pas seulement. Sauf les islamistes. Non, pas ça. Et en plus, quand on revient aux résultats, on trouve que pour une fois, un président est élu avec 59% des voix. 59. Un peu plus de 60%. Oui, après, le Conseil constitutionnel a revisé les chiffres. La première fois, c'était 61. Le Conseil constitutionnel a revisé les chiffres, il a dit 59,80. Vous pouvez revenir aux archives, il n'y a pas de problème. Non, s'il te plaît. Non, c'est pas un vote normal. C'est pas ça. Novembre 95, c'est pas un vote normal. C'est pas une situation de guerre, c'est pas... Je ne parle pas, même en 91, ce n'était pas un vote normal quand même. Il faudrait ressembler ça. 97, c'était pas un vote normal. Je suis désolé, 91, c'est un vote, c'est la preuve que c'est un vote normal, c'est que c'est l'opposition qui l'a gagné. Je suis désolé. Je dis une chose, je dis que les conditions n'étaient pas normales. Vous pouvez pas me dire 97 c'était normal, en plein massacre et tout. 60% des Algériens n'ont pas voté, donc la désaffection par rapport aux élections est presque une culture chez les Algériens. Elle est antérieure à 91 et 90. Est-ce que les affaires, est-ce que la multiplication des affaires multiplie ce désintérêt? L'un des arguments, comme la question des listes, on est arrivé à en mourir pour des listes, pour se mettre. Les gens se sont fait tuer à Sétif. Donc les gens n'ont rien d'autre en tête que de se positionner. Au sein des partis comme le FNN, il y a eu des scissions, il y a eu des contestations, beaucoup de réfractaires, il y a eu beaucoup de luttes à cause des listes. Les listes ont été confectionnées d'une manière, opaque. C'est pour cela que je dis c'est l'un des éléments qui a contribué, quand le citoyen regarde ça ahuri,
rit, il se dit c'est pas la peine que je me mette derrière ces élections. Et en plus de ça, le citoyen, quand on se rappelle que 2001 et 2002, les 47 wilayas de pays, il y a eu des émeutes. Lorsque le citoyen veut une chose, il coupe les routes. Ce n'est pas un acte citoyen, mais il n'a que ça. Il n'a pas besoin d'attendre que les élections lui apportent quoi que ce soit. En plus de ça, il est plus sûr pour lui d'arriver à voter aux élections, de participer aux élections communales que législatives, parce que le maire, il le connaît, il est à sa portée, contrairement au député qui va, une fois élu, il disparaît de sa vue. Abdel, vous vouliez réagir tout à l'heure? Non, c'était sur un détail, sur l'élection de Zerouel en 95, qu'on présente comme une très bonne élection, ce qui je n'ai pas dit. Mais par rapport à l'enjeu des élections, en 97, il y avait des élections, et donc il y avait une agitation qui a précédé les élections. Ensuite, les élections ont eu lieu et un groupe de gens se sont retrouvés, Faïndvla, ville phare de l'Algérie. Pour ne citer qu'elle. Oui. Et donc, 2 semaines après les élections, ils discutaient qu'est-ce qui s'est passé. Finalement, il y avait un membre du groupe qui a été élu député. Et ils ont dit finalement, ce qui a changé après les élections, c'est que Flem a obtenu un boulot à Alger. C'était ça, l'élection. C'était le seul changement. Et aujourd'hui, l'élection est présentée de la manière dont elle est organisée. C'est ça, finalement, le but. Il y a des gens qui veulent être recrutés à l'APN, avec les privilèges que ça offre. Bien sûr, bien sûr. De leur point de vue, c'est illégitime, ou là, ça dénature le vote, mais ça rejoint... Malheureusement, ça rejoint la logique du pouvoir. Et c'est parfait pour le pouvoir. Akram Khalif. Je voulais ajouter quelque chose qui n'avait rien à voir, mais qui est quand même lié à ça, qui est ce désintérêt qui pourrait aussi être lié au fait que les partis politiques qui sont engagés ratent l'occasion de bien communiquer sur les réseaux sociaux et sur Internet et de profiter de l'effet des multiplicateurs sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne voit rien, aucune activité. Et ça sous-tend aussi qu'il n'y a rien non plus en termes de débat ou en termes de contenu, de promesses électorales. Alors, un mot avant de poser la dernière question de la première partie. Je voulais venir à ça tout à l'heure quand j'ai parlé de ce qu'on peut appeler les courants modernistes, donc, qui ont décidé de mettre l'élection de côté. C'est, là aussi, nous savons ce que fait le pouvoir, on le décortique de manière à peu près correcte, mais en face, qu'est-ce qu'il y a en face? Il vient de parler d'un aspect. Je parlais tout à l'heure d'un autre aspect. Qu'est-ce qu'il y a comme proposition sur le champ politique aujourd'hui? Pas grand-chose. Disons pas grand-chose. Les partis qui essayent de donner un contenu politique à leur participation aux élections, on peut les compter sur même pas sur les doigts d'une main. Hein. C'est 2, 3 partis, un parti et demi, pas plus. Donc il n'y a pas de contenu politique qui est proposé. La société a été battue, écrasée par le pouvoir. Elle n'a pas été jusque-là en mesure de générer des choses intéressantes auxquelles les gens puissent accrocher. Et puis, il y a des moments intéressants, comme Zerada dont parlait Ihsan. Il y a des moments intéressants où il se passe des choses dans la société. Et il faut le constater aussi. L'échéance électorale, c'est systématiquement un moment qui casse ces dynamiques. Parce que les appétits de pouvoir et les volontés d'accéder à un peu de rente en rejoignant la logique du pouvoir deviennent plus fortes et elles absorbent une partie de ces forces-là. Il y a aussi un détail important qu'on essaie. C'est ce qui se passe à l'intérieur des partis. Pratiquement tous les partis politiques ont vécu des crises, des scissions, des guerres de zahamisme, et qui donnent l'image pour le citoyen que ces gens-là ne sont là que pour occuper des postes. Donc ils se soucient moins de l'intérêt. Et en plus, quand on voit les résultats, en 2002,
En 2002, le FLN obtient 2,4 millions. En 2012, il obtient 1,1 million sur 21 millions d'électeurs. Et ce parti-là se prétend qu'il est celui de la majorité. Vous voyez, même quand on est premier, on n'a qu'un seul million sur 21 millions. Et le nombre des bulletins invalides en 2012 dépasse le 1 million. Donc, voilà. Moi, je suis un peu frustré. Enfin, c'est toujours très gênant de parler de quelque chose qui ressemble encore à un non-événement. On le sent, hein. Moi, enfin, j'aurais voulu qu'on suive un peu l'inspiration de Akram et celle décrite par Abed, c'est-à-dire, en fait, c'est pas une vraie occasion, c'est pas une vraie élection, c'est l'occasion de renouveler sa base sociale pour le régime, de recruter sa clientèle. Et si on retient, c'est peut-être trop tard là maintenant, c'est perdu, mais si on avait retenu cet angle, peut-être que pour revenir un petit peu à ce qui fait un peu les choux gras du CPP, se poser la question, parce que le pouvoir n'est pas homogène, en reproduisant sa base sociale et son réseau clientéliste, qui a recruté le plus, qui a placé le plus de pions. Donc toutes les batailles, et en gros, entre la présidence de la République et Gaël Saleh, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il n'y en a pas d'autre en ce moment, entre la présidence de la République et Gaël Saleh, il y a eu une bataille Saïdani, qui s'est terminée. Quand je dis des choses intéressantes, tu m'interromps. Parce que je voulais vraiment finir pour la dernière question. Entre Gaël Saleh et Bouteflika, il y a eu la bataille Saïdani qui a été tranchée en faveur du clan de la présidence, on peut le dire comme ça. Il y a eu une contre-offensive de Gaël Saleh, dont on peut considérer que l'arrestation du fils de Gould Abbas ressemble à un épisode, parce que Abed avait posé sur Facebook la question de savoir qu'est-ce qu'on sait de plus sur cette question. Depuis, on en sait un peu plus. On sait d'où est venu l'ordre. Et donc dans ce bras d'or, et tu m'as compris, et dans cette partie dans ce rapport de force, aujourd'hui, une des lectures qu'on pourrait faire, c'est qui a placé le plus de réseaux clientélistes dans la future Assemblée nationale. Vraiment, une dernière question avant de terminer la première partie. On parle. Mais ça n'intéresse toujours pas Khaled Radni. Non, mais vous avez terminé. Moi, je vais pas répondre aux questions. On n'a pas l'impression que ça accroche. Mais bon. Est-ce que ça vous a accroché? Est-ce que quelqu'un veut réagir? C'est un modérateur. Oui, mais on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça. Une dernière question avant de finir la première partie. On parle d'un non-événement, cette élection législative, des intérêts, des enchantements. Est-ce que l'événement, en fait, c'est pas après les élections? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait des changements à attendre après ces élections et notamment la formation du gouvernement? Ou est-ce que on va vers le statu quo? C'est exactement le thème dont je voulais parler. Oui. L'un des aspects les plus importants de cette élection, c'est la préparation de l'après. Alors là où je diverge avec Ihsan, c'est que, de mon point de vue, l'ère Bouteflika est finie. On gère ce qui reste de cette ère-là et chacun essaie de se placer. Dans cette logique, mettre d'un côté Bouteflika et d'un côté Gaël Saleh, à mon avis, ce n'est pas comme ça que se présentent les choses. Bouteflika est à côté de la chose. Il est toujours là, mais il est à côté. Il peut arbitrer, mais il n'est plus acteur. Et donc, on a les acteurs de la succession qui sont en train de se placer. L'élection peut donner un indice. Au lendemain de l'élection, il y aura probablement un nouveau gouvernement. Très certainement un nouveau gouvernement. Donc, on va surveiller de près que signifie la composition de ce gouvernement. Mais, si tu veux, jusque-là, la matrice de ce pouvoir, c'était Bouteflika. À partir de cette élection, la matrice peut se déplacer et devenir la succession. Merci, Abed Chadef. C'est la fin de la première partie du CPP. On se retrouve dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.
Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M. Vous avez tous été choqués, heurtés par ces images du bombardement qui a touché la ville de Khan Sheikhoun en Syrie, dans le nord-est du pays. Un bilan très lourd, près de 80 morts, 20 enfants tués. Tout le monde s'accorde à dire que les victimes donc ont été tuées par un gaz non identifié, du sarin ou similaire au gaz sarin. La Syrie a démenti, la Russie a volé au secours de la Syrie en donnant une justification à ce bombardement. Condamnation évidemment de tous les pays occidentaux qui se réunissent aujourd'hui au Conseil de sécurité. Est-ce que ce bombardement de Khan Sheikhoun est encore une fois une nouvelle étape dans cette guerre totale qui se déroule en Syrie depuis maintenant le début de l'année 2011? Abed. Écoute, il y a dans ce genre d'affaires, c'est très compliqué. Il y a d'abord le premier volet qui est frappant, c'est le côté émotionnel. C'est les images. On a envie de trouver des mots pour exprimer ce qu'on ressent, mais on les trouve pas. Et ensuite, quand on enlève le côté émotionnel, on se retrouve tout de suite après dans la politique et dans la guerre. Et la guerre, ça fait des morts, ça fait des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts. Et avec des moments qui semblent plus importants que d'autres, on dit que c'est un virage, etc. Mais en fait, il n'y a pas de virage. Il y a un engrenage qui est là. La Syrie est encore dans cet engrenage. Elle n'en est pas sortie. Elle en a encore pour des années. Et de quelque manière qu'on regarde la chose, on se retrouve obligé d'envisager les drames qui vont venir. Parce que comment on va régler la question de la Syrie? Comment on va régler le siège de Mossoul aujourd'hui? On va le régler par les gens de Daesh écrasés, et donc les quartiers de la vieille ville, etc., écrasés, ou par une victoire, impossible, improbable, impossible de Daesh, mais ça va faire 10 000 morts, 15 000 morts. J'ai envie de faire une longue digression sur ça. Ça m'amène à dire que dans une guerre, finalement, ceux qui deviennent les acteurs de la guerre à un moment donné sont un peu déresponsabilisés de ce qu'ils font. Parce que les vrais responsables, ce sont ceux qui maîtrisent les engrenages de la guerre. Ceux qui peuvent dire, demain matin, vous allez négocier, vous allez faire un gouvernement d'union nationale et et donc vous rendez les armes. Ces gens-là, ce sont les vrais responsables. Les autres, au bout d'un certain temps, ils finissent par devenir les instruments d'une guerre qu'ils ne contrôlent plus. J'ai envie de dire, Bachar al-Assad est une horreur. Je suis gêné d'être obligé de répéter ça. Mais on va revenir à une situation d'il y a 5 ans. Tu t'appelles Bachar al-Assad. Tu as vu ce qui s'est passé en Libye. Tu as vu la contestation qu'il y a eu, comment ça s'est développé. Tu as vu comment l'OTAN a organisé la destruction de la Libye et le massacre de Kadhafi. Tu t'appelles Bachar al-Assad, tu es en Syrie. Tu vas faire quoi? Tu vas te dire, ces gens-là vont me tuer. Eh bien, je vais rester. Et ensuite, cette situation provoque une espèce de regroupement des alliances. Ça provoque. Je termine, tu diras ce que tu veux. Non, je vais me mettre en colère. Non. Cette situation provoque une dynamique de guerre. Et c'est un engrenage infernal. Et les acteurs de la guerre... On est toujours à la même histoire. C'est-à-dire c'est l'intervention de l'OTAN qui a fait que Assad est devenu Assad. Non. Oui, Hassan, vas-y. Pourquoi? Alors, c'est quoi cette affaire de Bachar al-Assad, Hassan?
C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que, en fait, il fallait pas que l'OTAN intervienne en Libye. Si elle avait pas intervenu en Libye, il aurait été possible de faire des négociations politiques en Syrie. Et Bachar aurait gentiment cédé le pouvoir à l'opposition, sans effusion de sang, etc. Il faut arrêter avec ça. Alors, il faut arrêter avec ce conte, parce que la nature des régimes autoritaires, on la voit jusqu'au bout. Dans le cadre de la Syrie, on est en train de la voir jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu 4 bombardements identifiés par armes chimiques. Il y en a eu 4, il n'y en a pas eu un, c'est le 4e. Il y a eu le vrai tournant, c'est celui d'octobre de août 2013, lorsqu'il y a eu le 21 août 2013 un bombardement qui avait été précédé par un avertissement quelques mois précédents au préalable par le président Obama, qui avait bien dit que si jamais il y avait encore une utilisation d'armes chimiques, c'était la ligne rouge qu'il fallait pas dépasser et que les États-Unis et l'OTAN allaient intervenir, ce qu'il n'a pas fait, et qui du point de vue des analystes internationaux, constitue vraiment le sauf-conduit qui a permis à Bachar de rester jusqu'à aujourd'hui et à rééquilibrer la situation. Mais sinon, la politique du régime de Bachar al-Assad, elle dépend pas du sort de Kadhafi, ni du sort de Moubarak, ni du sort des nôtres. C'est un autocrate qui était prêt à tuer son peuple, il l'a fait. Je rappelle juste qu'en août 2013, ça a aussi donné le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Il faut le rappeler, Oui. Et, mais pas entièrement, puisqu'il y a encore un bombardement. On peut pas savoir s'il a été fait entièrement ou pas. On peut pas non plus statuer sur le fait que le bombardement d'aujourd'hui soit à 100% le fait de l'armée arabe syrienne. On n'a pas suffisamment de recul, il n'y a pas d'enquête sur le terrain. Moi, personnellement, ça ne m'étonnerait pas que ce soit l'armée syrienne qui l'ait fait. Ça ne m'étonnerait pas. Mais je ne pourrais pas le statuer, et je le dénonce, bien sûr. Mais les Russes, ça, il y a rien à dire. Mais les Russes ont reconnu que c'était l'armée syrienne qui avait bombardé un entrepôt contenant des appartenant aux rebelles. Oui. Et c'est pas la première fois que l'on retrouve des armes chimiques aux mains des rebelles. Je rappelle juste qu'en septembre dernier, il y a eu 2 groupes terroristes qui ont été arrêtés en Turquie. Les 2 groupes avaient des quantités de sarin avec eux. Ils étaient affiliés à Daesh. Enfin, on sait que Daesh a utilisé une fois du gaz sarin, on le sait. Pas qu'une fois, et pas que du gaz sarin. Ils ont utilisé. D'ailleurs, contre l'opposition non islamiste, d'autres factions de l'opposition à Bachar al-Assad. Pas contre l'armée syrienne, mais contre l'opposition armée qui n'est pas Daesh. Parce qu'il fallait un agitiqué parce qu'il n'y a pas eu armée. L'opposition parce qu'on imagine des petits écologistes et tout. Ok. En fait, il faut arrêter avec le manichéisme. C'est tous des salauds dans cette guerre. Tous. Toutes les parties sont en train de commettre des crimes de guerre. Il faut pas oublier que, en nombre de jours, la guerre en Syrie a dépassé la Deuxième Guerre mondiale. Les choses se sont empêtrées. Parler de 2012 ou de 2013 aujourd'hui est totalement erroné parce que les données sont complètement faussées. Aujourd'hui, le pouvoir à Damas a un objectif, qui est d'assurer une Syrie utile pour pouvoir négocier un corridor qui permette le déplacement des populations. Et pour ça, l'armée syrienne bombarde par exemple les villes du sud, ça on n'en parle pas, juste pour empêcher qu'il y ait une gouvernance locale. Kamal Mansari, votre lecture des événements avant de parler de la position algérienne sur le conflit syrien. Il faut se rappeler une chose, que la situation en Syrie s'exacerbe de plus en plus depuis l'intervention, l'élargissement déjà des acteurs qui sont impliqués dans le conflit syrien. On a l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, on a la Russie, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, et l'Iran et le Hezbollah. Donc, vous savez, il y a toute une pléiade d'acteurs sur le terrain, sans parler des groupes terroristes de l'autre côté. Certains ont été fabriqués par les services secrets saoudiens comme Jaish al-Islam, financé par Badr Ben Sultan. Daesh, quand on est en train de la paternité de ce groupe-là, est probablement aussi saoudienne ou qatari. Non, Qatar, c'est le Jabhat al-Nusra. L'Arabie Saoudite ou probablement les États-Unis ou la Grande-Bretagne. On est en train de dire que c'est on fabriquait Daesh.
Daesh. Mais pour le moment, il faut composer avec ce qu'on a sur le terrain. La situation a changé en Syrie depuis décembre 2015, lorsque la Russie est entrée directement dans la guerre, sous couvert de la résolution 2254. Le 2254 qui autorise tous les pays sans exception à intervenir en Syrie pour combattre Daesh, c'est-à-dire c'est la résolution qui permettait, c'était le blanc-seing pour qui que ce soit. Il y a aussi d'autres résolutions qui concernaient la formation d'une alliance. L'Arabie Saoudite a appelé à la formation d'une alliance internationale, y compris une coalition islamique. C'est la même coalition qui est en train de bombarder au Yémen. Donc la situation, ce crime de Khan Shaykhun rentre dans une série de, comment dirais-je, je ne vais pas parler de dommages collatéraux, mais la réalité de la crise syrienne qui a fait 320 000 morts jusqu'à aujourd'hui. C'est l'impossibilité ou bien le retard dans le règlement du conflit par les voies politiques qui a contribué, et les échecs successifs de Genève 1, Genève 2, Genève 3 et tous les tentatives de régler le problème parce qu'il y a trop d'acteurs. On a créé trop de réunions, on a fabriqué beaucoup de tentatives, mais qui n'ont abouti à rien. Toutes les solutions politiques qui devaient se faire cesser le conflit syrien ont été capotées, ont été comment dirais-je, sabotées, avortées. C'est ça le problème, c'est-à-dire que les puissances, la crise syrienne est entre les mains des puissants. Elle n'est plus entre les mains ni des groupes armés ni de l'armée syrienne. Ce ne sont que des outils. Lorsque les puissances se mettront sur la table de négociation et se mettront d'accord, à ce moment-là, le problème syrien se réglera, y compris c'est le même scénario en Syrie, parce que ni les Syriens ni les Libyens entre eux n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'il y a des contingences, des influences externes qui exacerbent le conflit libyen. C'est ça. Et aussi longtemps que les puissances se mêlent du conflit, aussi longtemps qu'il y a ingérence étrangère, impossible de régler n'importe quel conflit aussi dramatique que celui de la Syrie. Ihsan, la position algérienne est très importante parce que l'Algérie est sans doute le pays arabe qui a le plus affiché son soutien au président et au gouvernement de Bachar al-Assad. Visite importante effectuée par le ministre Msah il y a quelques mois. La déclaration de M. Lamamra sur la défaite du terrorisme à Alep. L'Algérie ne va pas changer de position, y compris après ce qui s'est passé selon vous à Khan Shaykhun? Vous vous attendez à quoi? Est-ce que l'Algérie condamne s'il s'avère que le bombardement est le fait de l'armée syrienne? Si c'est le fait de l'armée syrienne, il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Bon, la position de l'Algérie a une continuité. On la connaît depuis le début. Le président Bouteflika n'aime pas les révolutions arabes. Il a détesté que ses collègues arabes soient renversés par des révolutions populaires. Et là où le mouvement populaire n'a pas suivi par son propre élan à renverser les dictateurs en place, il a quand même soutenu les dictateurs. Des fois, ça lui a plutôt réussi parce qu'ils sont pas tombés, c'est le cas de la Syrie. Et puis la plupart du temps, ça lui a pas réussi parce qu'ils sont tombés. C'est le cas notamment de son ami Kadhafi. On fait pas une politique internationale avec cela. L'Algérie est restée au bon. L'exemple pour moi, le modèle, c'est avoir une politique d'ouverture démocratique, de respect du droit dans son pays et d'en être le dépositaire à l'échelle internationale. La Révolution française, c'est un peu ce qu'elle a fait après 1789 dans l'Europe. C'était une révolution anti-monarchique, donc elle portait ce projet. Monsef Merzougui a porté la révolution tunisienne. Il était le premier à appeler au sein de la Ligue arabe au boycott de Assad et de son régime parce il était passé. Une décision pas totalement saluée en Tunisie, qui ont appelé beaucoup de. Elle est en droite ligne avec le mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire avec le mouvement révolutionnaire et avec la démocratie. Ne pas avoir adopté on peut quand on est Abdelaziz Bouteflika, on n'est pas obligé de faire comme Monsef Merzougui, mais on n'est pas obligé aussi de tourner le dos à la volonté des Syriens, d'une grande majorité de Syriens qui au début avaient entamé une révolution pacifique. Il faut encore une fois le rappeler. On ne peut pas leur tourner le dos et se mettre complètement du côté du Hakam. Et cette position-là aujourd'hui fait que l'Algérie, de mon point de vue, elle va rester jusqu'au bout et elle va considérer qu'elle a eu raison. Mais en fait, il y a 5 millions de Syriens qui sont en dehors de la Syrie. On a passé le cap il y a quelques jours. Il y a 5 millions de réfugiés. Qu'est-ce que quelqu'un peut soutenir raisonnablement que le régime d'Assad a gagné? C'est impossible de le dire. Voilà. Après, les solutions politiques, moi je suis pas d'accord. C'est trop simpliste de dire il y a trop d'intervenants étrangers. C'est pour ça que ça réussit pas. Au Rwanda, il y avait pas d'intervenants étrangers. Il y a eu plus d'1 million de morts en l'espace de 5 mois.
Non, les interventions étrangères peuvent aussi, les interventions étrangères. Il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de révolution en Syrie. Il faut arrêter de dire qu'il y a une révolution. Il faut revenir à la genèse du conflit. Il n'y a pas de révolution. Il n'y a jamais été de révolution. Ça a été une militarisation d'une contestation. Et c'est à partir de là que le conflit a dégénéré. C'est ça. Lorsque vous avez un pays comme le Qatar, il vous dit ouvertement qu'il soutient Nusra. Jaish al-Islam créé ouvertement. Donc, moi, j'ai entendu dans toutes les mosquées d'Arabie Saoudite, on appelait chaque vendredi au djihad. Jamal Abdel Nasser a soutenu le FLN et le ALN depuis le 1er novembre 1954. Est-ce qu'il n'y a pas eu de révolution en Algérie? Il y a une différence entre un mouvement de libération contre le colonialisme et une révolution fomentée. C'était un mouvement d'indépendance. C'est pas parce qu'il est soutenu. Est-ce que vous pensez il n'y a pas de révolution et il faut une coalition? Kamal, il n'y a pas de révolution et il faut une coalition avec toute la soviétique qui s'engage. Tout le monde dit, tous les experts disent que c'est un conflit énergétique, conflit d'intérêt. Il y a une différence entre les révolutions dont les leaders te plaisent et les différences dont les leaders ne te plaisent pas. C'est pas parce que ce sont des islamistes que tu n'aimes pas que ce n'est pas une révolution. En Iran, c'était des... C'est pas parce que c'était une révolution. Tu me demandes d'aimer Daesh. Tu es en train de me demander d'aimer Daesh. C'est une faction qui est devenue majoritaire. C'était au départ une révolution. Tu me demandes d'aimer Nusra. Tu me demandes d'aimer le Front Nusra. Au départ, c'était une révolution. Et la militarisation, c'est pas le choix du peuple syrien. La militarisation, c'est le choix de... C'est Bachar. Et de ce point de vue-là, Bachar a été... Pourquoi au Bahreïn, il n'y a pas de militarisation? On a massacré un peuple. Pourquoi? Pourquoi ces mouvements de révolution épargnent les monarchies? Pourquoi? Akram, le mot de la fin. Une révolution préfabriquée qu'on n'a pas pu arrêter au bout de 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas pu la mater. Un peuple qui meurt au Bahreïn, personne ne dit rien du tout. On massacre un peuple au Bahreïn, personne ne dit rien. On donne la parole à Akram maintenant. Ce qui se passe en Syrie est une invasion multilatérale. Absolument. C'est les Iraniens, c'est les Saoudiens, c'est les Qataris qui ont envahi la Syrie. On parle de la Grenade, on parle du... Non, on parle Il n'y pas a de pas de révolution, c'est préfabriqué. Ne criez pas. Non, dernier mot. Akram termine. Je peux pas aimer Daesh. Personnellement, je ne m'opposerai jamais à une position algérienne qui s'oppose à Daesh et à Al-Qaïda. Absolument. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir été les invités de ce Café Presse Politique. Merci Hassan Radi, Kamal Mansari, Akram Khariev. Merci quand même à Abd Sharif qui nous a fait un coup à la sellelle en quittant le plateau du CPP. J'espère qu'on le retrouvera. Ça me rappelle des souvenirs. J'espère qu'on le retrouvera la semaine prochaine. On se retrouve mercredi prochain en direct sur CPP. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.